Chers camarades Staline, à l'occasion de ton 70e anniversaire, les mineurs et similaires de Billy Montigny font le serment de ne jamais permettre que l'on attaque leurs frères de l'Union soviétique. Gloire et longue vie aux chefs du prolétariat international, aux dirigeants de la révolution socialiste, aux libérateurs des peuples, aux premiers des combattants de la liberté et de la paix. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. Vive à jamais! En 1950, pour tous les communistes, Staline est encore le grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les pays devenus communistes après la fin de la guerre, chacun croit à un avenir meilleur. En Tchécoslovaquie, les communistes viennent tout juste de prendre le pouvoir. La population est portée par les idéaux d'une société plus juste et la conviction de faire l'histoire et non de la subir. « 1949, c'est l'époque d'un parti communiste français qui recueille des millions de suffrages et compte plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Dans les pays de l'Est, comme la Tchécoslovaquie, le parti communiste mobilise toute la population pour l'édification d'une société socialiste, sous le contrôle étroit de l'URSS. L'Europe est encore dans l'euphorie de la victoire sur l'Allemagne nazie, mais pour d'autres, comme les républicains espagnols, c'est la déception. La fin de la guerre n'a pas entraîné la chute de Franco. Les centaines de milliers d'Espagnols qui ont franchi les Pyrénées en 1939 voient s'éloigner la possibilité d'un retour prochain en Espagne. Alors, nous sommes en 1949, en pleine guerre froide. La guerre froide éclate en 1947, comme tout le monde le sait. Et le Parti communiste d'Espagne est présenté comme une espèce de bras armé, si j'ose dire, clandestin, des services secrets soviétiques sur le territoire français. Ces communistes espagnols, dans le contexte de 1950, sont considérés comme particulièrement dangereux, car le communisme espagnol est considéré comme, je dirais, un communisme militarisé. Un communisme qui est formé d'individus qui ont eu l'expérience de la guerre, d'abord la guerre civile, puis ensuite, pour beaucoup d'entre eux, la résistance. Ils vivent donc en France, mêlés à la population, et qu'en cas d'insurrection communiste déclenchée dans le cadre d'une troisième guerre mondiale, eh bien, ils seraient particulièrement efficaces, particulièrement expérimentés, d'autant plus que les autorités les soupçonnent d'avoir constitué des dépôts d'armes à travers le pays, avec les moyens dont ils ont pu disposer pendant la guerre et en 1946 lors des opérations en Espagne. Les républicains espagnols, et particulièrement les communistes, sont désignés comme un danger pour la France de l'après-guerre. Alors il y a eu toute une préparation psychologique de l'opinion publique française. La presse va se mettre à parler des cachettes d'armes trouvées par ici, par là, le long de la chaîne pyrénéenne, de règlements de compte entre les républicains, de disparitions, et tout ça sera présenté, si vous voulez, en certaine façon, comme une espèce de préparation militaire de la part du Parti communiste espagnol à une éventuelle troisième guerre mondiale dans laquelle le Parti communiste espagnol pouvait jouer le rôle d'une espèce de cinquième colonne à l'intérieur du territoire français. Le 7 septembre 1950, le gouvernement Pleven, pourtant composé de socialistes, de radicaux et d'anciens résistants, déclenche l'opération Boléro Paprika dans toute la France. À l'aube, des centaines de policiers débarquent au domicile des communistes espagnols. La police arrêtera 176 Espagnols et 116 ressortissants des pays de l'Est. Moi, je me rappelle quand on l'a arrêté à mon mari. C'est comme si c'était maintenant. La Citroën noire
s'est arrêté. 2 sont allés du côté de la cave, 2 sont allés à l'entrée. Lui, de suite, il a essayé de sauter par la fenêtre pour sortir par derrière. On lui a dit ne sorte pas, on est là. Et ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis dans la Citroën et il est parti. Et après, on ne s'est pas vu jusqu'en Tchécoslovaquie. Les Espagnols arrêtés lors de l'opération Boléro Paprika feront valoir leur titre de résistants. La plupart ont combattu dans les maquis du sud-ouest. Pour eux, c'était un combat antifasciste. Lutter contre le nazisme, c'était préparer la chute de Franco. Ils furent arrêtés, blessés, tués ou déportés vers l'Allemagne, alors que beaucoup de Français collaboraient. Que quelques années après, 5 ans après la libération, avec donc dans le Midi-Pyrénées en particulier, le rôle des Espagnols, la ville de Foix libérée par les Espagnols tout seuls, Toulouse, Bordeaux, enfin Montauban, enfin toutes les villes où il y a eu un minimum d'affrontements pour libérer la ville, les Espagnols sont présents. Quelques années après, on va les mettre dehors. Il fallait bien quand même donner quelques explications à l'opinion publique. Alors ces explications ont été combattues par d'autres organes. Il y a eu donc un certain nombre de journaux, dont évidemment les journaux proches du Parti communiste, mais pas seulement, dans lesquels se sont exprimés des gens pour dire mais ce que vous faites aux Espagnols, c'est pas bien. Ils ont combattu à nos côtés, et non seulement on les aide pas en Espagne, mais en plus on les expulse. Et même, je prononce le mot, on les déporte, parce que le mot déporter en français, ça veut dire transporter d'un endroit à un autre contre sa volonté. À Toulouse, la police n'hésite pas à arrêter la quasi-totalité de l'équipe médicale de l'hôpital Varsovie, dont le docteur Bonifaci, directeur adjoint de l'établissement. Les malades se trouvent ainsi brutalement privés de soins. Au moment de l'opération Boléro Paprika, en septembre 1950, la fonction principale de Varsovie, c'est cette fonction militaire d'arrière-garde, quoi, qui va être rompue, et donc les médecins qui sont à l'hôpital de Varsovie ne sont pas tous des militants, en particulier ne sont pas tous des militants communistes, mais principalement, oui, des militants communistes espagnols ou du parti qui se rapproche du parti communiste, le PSUC, le Parti Socialiste Unifié de Catalogne. Donc ils sont des militants donc de la guerre d'Espagne, des militants de la résistance, des militants de la lutte antifranquiste. Et en ce sens, ce sont des militants politiques. Les dirigeants de l'État pouvaient imaginer une riposte forte de l'opinion publique française à l'expulsion des Espagnols. Dans l'été 1950, éclate un autre événement, c'est la guerre de Corée. La fameuse guerre de Corée, que beaucoup de gens ont oublié, ou même ne savent pas qu'une telle guerre avait eu lieu en 1950, entre les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais qui n'était que le côté, si j'ose dire, visible de l'iceberg. En réalité, il s'agissait d'une guerre entre les États-Unis et la Chine. N'oublions pas que la Chine participera à cette guerre avec environ 1 million de combattants du côté nord-coréen. Alors, bien entendu, sous le fond de cette guerre de Corée, la dissolution du Parti communiste d'Espagne, l'interdiction du Parti communiste d'Espagne, l'arrestation de centaines de militants communistes espagnols, passera presque inaperçu. Il n'y aura pas de suite de protestations massives. On interdit à un parti communiste qui avait lutté contre Franco durant la guerre civile, qui avait participé à la résistance en France, etc. Et tout d'un coup, on l'interdit. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, il n'y a pratiquement aucun mouvement de protestation majeur. Oui, le Parti communiste va protester. L'Union des femmes françaises proteste. La CGT, Gérard Philippe protestera. Jean-Paul Sartre, l'abbé Pierre, etc. Bon, mais ce sont des protestations, si vous voulez, un peu comme des cris dans le désert. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec un mouvement de protestation massif. Les Espagnols arrêtés lors de l'opération Boléro Paprika seront assignés à résidence en Corse et en Algérie. C'est donc aux archives d'Ajaccio que j'espérais en savoir plus. J'avais devant moi 4 gros cartons qui se révélèrent une vraie mine de renseignements sur des faits qui remontaient à plus de 60 ans et qui concernaient le séjour des Espagnols en Corse. Dossiers individuels, lettres manuscrites, courriers officiels, rapports de police. Sur ces vieux papiers manuscrits ou dactylographiés,
je pouvais reconstituer l'histoire et le destin de ces dizaines d'Espagnols en résidence surveillée dans l'île. C'est d'abord l'intitulé de l'opération qui m'avait intrigué. Boléro Paprika. Fruit de la fantaisie d'un fonctionnaire, ou cynisme, volonté de rendre positif ce qui n'était qu'une rafle policière, l'explication en était simple. Le boléro désignait les Espagnols et le paprika les ressortissants des pays de l'Est. Les fonctionnaires de la préfecture de Corse ont soigneusement recensé tous les Espagnols assignés à résidence dans les villages. Chaque dossier individuel contenait l'ordre d'arrestation avec la mention d'un motif à la formulation très vague, qui était le même pour tous. La présence de l'étranger, sus désigné sur le territoire français, est de nature à compromettre l'ordre public. Les Espagnols arrêtés sont pour la plupart des militants de base, ouvriers, travailleurs manuels. Parmi eux, il y a pourtant quelques intellectuels, comme le poète-journaliste Juan Mas Roma. Plus de 60 Espagnols arrêtés lors de l'opération Boléro Paprika seront assignés à résidence dans les villages corses de l'intérieur. Alors ça, c'est des papiers que j'ai retrouvés aux archives d'Ajaccio sur tous les Espagnols qui ont été assignés à résidence en Corse. Et donc il dit: la gendarmerie de Saint-Florent a téléphoné cet après-midi vers 16h pour nous informer que le nommé José Fibla, ressortissant espagnol astreint à résidence à Patrimonio, est malade. C'est mon mari, je reconnais son écriture et je reconnais très bien. Mon mari, il était chez des paysans à Moïta. Moïta, c'est assez haut dans la montagne. Et il lui avait donné une petite pièce et des pommes de terre, et il avait droit d'aller au jardin se ramasser quelque chose. Parce qu'ils n'étaient pas riches, c'était des agriculteurs corses, mais il a été très bien traité. J'ai pris la direction des Pyrénées, empruntant la route des Espagnols de 1939, fuyant les troupes franquistes. L'opération Boléro Paprika était un énième coup porté contre la cause républicaine. Ces Espagnols, désarmés à la frontière, sont internés dans des camps de concentration suivant la terminologie officielle. Argelès-sur-Mer, Le Vernet, Bram, Rivesaltes. À Argelès, le camp est installé sur la plage, entouré par des barbelés et gardé par les militaires. Les associations de guerrilleros espagnols, du Gard et de l'Hérault, commémorent chaque année le souvenir de leurs camarades tombés dans les maquis sévenols. Ange Alvarez, militant communiste et résistant dès l'âge de 16 ans, fut arrêté et envoyé en Corse en résidence surveillée. Il débarque à Ajaccio avec sa femme Carmen. Quand je suis arrivé à Ajaccio, j'avais 2 flics qui m'attendaient et ils m'ont emmené au poste de police. Ils m'ont fait signer mon arrivée au poste de police. Et puis après, là, on se promenait avec Carmen parce qu'on n'avait pas ni des sous, ni de logement, ni rien du tout. Et j'ai vu Poletti qui réglait les machines de la circulation au boulevard. Au cours Napoléon. Et alors, Paulette, il parlait, on se connaissait dans la résistance, et alors il m'a embrassé, tout ça, là. Puis il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit ça et ça. Alors il m'a dit, tu vas aller chez Borgomano, à cours Napoléon, au café, et les Espagnols, ils vont là-bas, ils seront tous là-bas.
Dans l'île, c'est la gendarmerie qui est chargée de contrôler chaque jour la présence des Espagnols. En outre, les policiers des renseignements généraux rendent compte au préfet de l'état d'esprit de la population et des mouvements de soutien qui peuvent se manifester ici ou là. En Corse, le Parti communiste et son journal se mobiliseront en faveur des Espagnols. De nombreux articles témoigneront de leurs conditions de vie dans l'île. Arthur Giovoni, héros de la résistance et député communiste, fera une déclaration à l'Assemblée nationale. Si l'appel du comité de défense des immigrés, la voix des hommes de cœur et de raison n'était pas entendue, nous serions en droit de dire que les mesures que vous avez prises ont été dictées par votre désir de donner des gages à Franco, le bourreau de l'Espagne, avec lequel vous apprêtez à renouer des relations diplomatiques. Rien n'a été prévu par les autorités pour le séjour des Espagnols en résidence surveillée. La préfecture leur indique seulement le village où ils doivent se rendre et ont l'obligation de pointer tous les jours à la gendarmerie. À Moltifao, les Espagnols travaillent comme bûcherons pour un exploitant forestier. Les ponts et chaussées en emploient quelques-uns temporairement pour travailler sur les routes. Les autres cherchent de petits travaux auprès de particuliers pour arracher les pommes de terre, les oignons ou ramasser les châtaignes suivant la saison. Pour le logement, la situation des Espagnols varie d'un village à l'autre. Parfois, c'est une simple pièce mise à leur disposition gratuitement. D'autres fois, c'est une location à un particulier. Grâce à l'intervention du chef de brigade auprès du maire, nous avons obtenu un petit logement de 3 pièces pour moi et mes 2 camarades. La propriétaire de l'appartement nous a cédé gratuitement 2 lits. Au début, les accessoires de literie nous faisant défaut, nous avons dû disposer par terre de la paille et du foin. Après, le comité des immigrés de Calvi nous a fait parvenir 2 matelas et 2 couvertures. Nous avons pu ainsi améliorer notre couchage. Dans l'île, les militants communistes organisent la solidarité en collectant des vêtements et de la nourriture pour les Espagnols. La solidarité joue aussi depuis le continent. 3 républicains espagnols seront en résidence surveillée à Calagouch. Parmi eux, le docteur José Bonifaci, directeur adjoint de l'hôpital Varsovie à Toulouse. Souffrant de problèmes de santé, il est inapte au travail sur les routes. Les communistes corses se mobiliseront en sa faveur. Bonifaci José, dont l'état de santé paraît assez déficient, est logé à titre gratuit dans une habitation de 2 pièces non meublées et en assez mauvais état. Cet étranger est atteint d'une angine de poitrine qui s'aggrave par suite de l'altitude où il se trouve et d'un rhumatisme polyarticulaire chronique aggravé également à cause de la nourriture. Mes parents étaient en Corse depuis 1935. Mon père était professeur au lycée d'Ajaccio, professeur d'allemand. Ils étaient tous les 2 militants communistes. Et dans les années 50, ils ont été informés par des amis de Toulouse que les médecins espagnols de l'hôpital Varsovie étaient en résidence surveillée en Corse. Ils avaient été arrêtés. Alors mes parents, avec l'aide de Noël Franquin, ont essayé de se renseigner pour savoir où étaient ces Espagnols. Et au bout de quelques temps, ils ont réussi à le savoir. Et ils ont donc organisé la solidarité. Ils ont collecté des vivres, des couvertures, des vêtements. Et ils ont fait un voyage à Calacouch pour voir ces médecins et leur porter tout le nécessaire pour qu'ils n'aient pas froid, pour qu'ils n'aient pas faim. Le docteur Boniface m'avait semblé la personnalité la plus marquante parmi les Espagnols déportés en Corse. J'ai donc pris la route des Pyrénées et franchi le col de Bonaequa. J'étais sur la route qui conduit en Catalogne et vers Limiane, le village d'où est originaire le docteur José Boniface. Loin d'être un simple médecin de village, comme je m'y attendais,
José Boniface était en fait issu d'une grande famille de propriétaires terriens de la région qui comptait plusieurs générations de médecins. Malgré ses origines bourgeoises, José Boniface avait rejoint très tôt les rangs républicains. Plus âgé que les autres Espagnols déportés en Corse, c'était un membre dirigeant du Parti socialiste de Catalogne. Bien que responsable politique, c'était avant tout un médecin et un scientifique. La Casa Boniface est aujourd'hui un musée. L'exposition consacre un panneau à son séjour en Corse. Les républicains espagnols ne sont pas les premiers contraints à séjourner en Corse pour des raisons politiques. L'insularité et la mer ont semblé depuis longtemps aux différents gouvernements un obstacle aussi dissuasif que les murs d'une prison ou les barbelés. La Corse, à travers les siècles, a été un lieu de déportation. Mais bien que lieu de déportation est un terme qui n'est pas complètement approprié, parce que la notion de déportation, elle s'appuie sur quelque chose de juridique, tandis qu'en Corse, on envoyait des gens, pas toujours avec des bases légales. Il y a eu bien des lois qui ont traité de la déportation, mais la Corse n'a jamais été citée dans ces lois. Par contre, il y a eu à de nombreuses reprises, des gens ont été envoyés en Corse au titre de la déportation. Ils ont été transportés, on les enlevait d'un endroit et on les amenait à un autre. Le village de Tavera comptait un maquis communiste très actif pendant la guerre. Aussi, Ambroise Franchini et son frère Noël, médecin à Ajaccio, tous deux militants engagés, se sont employés à faire venir le docteur Bonifaci au village. Ambroise Franchini écrira au préfet en s'engageant à mettre sa maison du Vicola à la disposition des Espagnols. Le préfet autorisera finalement leur transfert. Le docteur Bonifaci et son collègue Félix Bermero feront le voyage de Calaguch à Tavera, accompagnés par 2 gendarmes. Vous êtes devant la maison où ont été logés les 2 médecins espagnols réfugiés. Cette maison appartient à la famille Franquin. Elle était à mon grand-père, le père du docteur Franquin. Et au début, c'était le bar de mon grand-père. Alors les médecins espagnols sont restés là quelques mois. Moi j'étais petite, je ne me rappelle pas combien de temps. Mais ils sont restés, tous les habitants leur apportaient à manger, des vêtements, enfin, tout le monde les a aidés. Le docteur Bonifaci et son collègue Bermero, installés maintenant à Tavera, bénéficient de bien meilleures conditions de vie que les autres Espagnols habitant les villages de l'intérieur. Leur seule contrainte est de pointer chaque jour à la gendarmerie. Leur séjour à Tavera n'a duré que quelques mois, mais certains habitants s'en souviennent. Il s'est avéré que j'ai attrapé une mauvaise bronchite. Ma mère l'avait eue avant, et au moment où j'ai été très malade, ils étaient au village. Donc le docteur Franquin est venu avec eux, ils m'ont ausculté, ils ont discuté. Est-ce qu'ils parlaient français ou espagnol? Je ne peux pas vous le dire, je ne me souviens pas, mais ils ont bien dit elle a une mauvaise bronchite. On m'a fait une piqûre, je crois que c'est le docteur Franquin qui m'a fait une piqûre. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus me voir, ils m'ont ausculté encore, j'allais mieux, la fièvre était tombée, mais je ne me rappelle pas s'ils m'ont refait une autre piqûre ou ils s'en fait qu'une visite de courtoisie. Et ma mère qui les a remerciés, elle a dû leur faire des gâteaux parce qu'elle faisait beaucoup de pâtisseries. Bon, on n'avait pas grand-chose aussi pour remercier. Et puis après, je ne les ai plus vus. Mon père, avec son frère Noël, le docteur, était dans la résistance et très communiste. Ils ont fait la résistance tout le temps de la guerre.
Après, mon oncle, le médecin, s'était installé à Ajaccio et mon père est resté ici au village. Il avait l'épicerie de mon grand-père. C'est pour ça que moi, tous les jours, quand il y avait les Espagnols ici, je venais avec papa les voir. Ils nous donnaient des fraises avec du lait, des fraises des bois. Ils étaient très sympas, on les aimait beaucoup. Eulalio Palma a été, lui, assigné à résidence à Pasricciole. Il a travaillé pour l'adjoint au maire du village, puis pour une entreprise de travaux publics. En juin 1951, Eulalio Palma a refusé de partir pour les pays de l'Est, Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie, comme l'ont fait la majorité de ses camarades. Il est resté dans le Krusziny, où il a rencontré sa femme et eu 3 enfants. Malheureusement, je n'ai pas connu mon père puisqu'il est décédé, j'avais 3 ans. On m'en a beaucoup parlé en bien, on m'a dit que c'était quelqu'un de très droit, qui avait du savoir-vivre, mais qu'il était très malheureux parce que bon, il se sentait quand même pas à sa place, il se sentait diminué. Déjà, il avait été blessé par la guerre, il avait beaucoup de blessures, et puis il travaillait à la journée, il allait sur les chantiers. Ma mère, elle m'a toujours dit, ton père, il voulait retourner en Espagne, il était en manque de son pays, hein. Il voulait absolument rentrer chez lui, et il disait qu'un jour, s'il rentrait, il voulait avoir ses droits, ne pas avoir sa... Il pensait peut-être que s'il se faisait naturaliser français, il perdrait ses droits, je ne sais pas. Il n'a jamais voulu, non. Il y avait un petit racisme, on disait les Spagnolacci, et nous on se demandait mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on est comme tout le monde, on est des enfants, et puis on nous dit Spagnolacci, on savait pas trop ce que ça voulait dire. Puis après on savait bien, on disait oui ton père c'est un Espagnol, il vole les poules, c'était je sais pas, on se sentait un petit peu rejeté quoi. Eulalio Palma, très diminué physiquement par les blessures reçues pendant la guerre d'Espagne, est aussi très affecté par sa vie d'exilé. Il meurt prématurément sans revoir la terre d'Espagne. Tu madre quando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Maître Brandon, membre du comité français de défense des immigrés, viendra en Corse pour évaluer la situation. À son retour à Paris, il fera plusieurs conférences pour alerter l'opinion publique sur les conditions de vie des Espagnols. Suite à son intervention, le journal Le Figaro enverra un journaliste en Corse qui répondra à Maître Brandon par un article au titre très polémique. « Je reviens de Corse, où il n'existe pour les Espagnols expulsés ni concentration, ni camp, ni mort lente ou accélérée. La polémique prendra de l'ampleur, et la police surveillera de près les contacts entre les journalistes et les républicains espagnols. Dès leur arrivée en Corse en septembre 1950, le préfet avait proposé aux Espagnols de partir dans les pays de l'Est, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, tous ces pays communistes étant prêts à les accueillir, ce qu'ils avaient tous refusé, espérant rejoindre rapidement leur famille. Refusé. Dire aux autorités françaises, vous nous avez arrêtés, maintenant débrouillez-vous. Faites avec nous ce que vous voulez. Si vous voulez nous juger, jugez-nous. Pourquoi? On se demande, d'accord? Quels sont les chefs d'accusation? Point, c'est tout. C'était la consigne. Et il faut dire que la totalité de ces militants arrêtés, envoyés en Corse, en Algérie, etc.,
vont suivre la consigne. C'est-à-dire, on ne demande pas d'asile, parce que les autorités françaises leur disent, demandez l'asile, etc., vous avez le droit de demander l'asile dans un autre pays, nous on n'en veut pas. Mais bon, les conditions de vie étant ce qu'elles étaient, le temps dure, les autorités françaises ne libèrent pas ces gens-là, ils sont assignés à résidence, ils sont obligés de pointer, etc., etc. Beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions lamentables. On parlait de Dr Boniface, obligé de manier la pioche et la pelle là dans les chemins de Corse à son âge et avec ses problèmes de santé. Enfin, soyons sérieux. Et comme lui, d'autres. Alors à ce moment-là, la direction du Parti communiste d'Espagne change de position et disent ah ben non, là il faut les accueillir il faut les faire sortir de là. Le souhait du gouvernement est bien de se débarrasser de ces communistes espagnols, mais la consigne donnée au préfet est claire. Leur départ doit être volontaire. Chacun devra donc écrire une lettre indiquant le pays communiste choisi. C'est ce que fera José Corominas. Je déclare nulle et sans valeur la déclaration souscrite à la gendarmerie de Tiamanach par laquelle je demandais de rester en France et accepte l'offre d'asile faite par le gouvernement de la République démocratique populaire de Tchécoslovaquie. Le choix de partir pour les pays de l'Est est effectivement volontaire. Mais avant l'embarquement, interrogés par la police, ils auront cette formule étonnante qui en dit long sur leur état d'esprit. Se déclarent contraints de quitter la France. Le départ s'est fait devant la gendarmerie qui était en bas du village, dans un car. Voilà, on y était tous, on les a tous accompagnés avec des fleurs, avec des paquets. Et quand ils sont partis, je pense que des gens ont pleuré. Yo proprio me castigo lo que me quiero. Esperar, sentir, morir, adorar. Porque en el pesar de mi eterno amor, caber puede en su dolor. Adorar, morir. Le 21 juin 1951, deux navires polonais, le Tchèque et le Piast, repartiront d'Ajaccio avec une soixantaine d'Espagnols à bord. Le préfet avait eu soin d'organiser leur départ dans la discrétion, ce qui n'empêchera pas le rassemblement de militants communistes sur les quais pour saluer leur départ. Le navire a appareillé aux accents de l'Internationale, chant repris à bord par les républicains espagnols. Pour savoir ce que sont devenus ces républicains espagnols, j'ai pris la route de l'ex-Tchécoslovaquie, franchissant aujourd'hui sans aucun contrôle ce qui était le rideau de fer jusqu'en 1989. Je savais que les Espagnols débarqués à Gdansk en Pologne avaient ensuite rejoint Prague. Les dirigeants espagnols qui se trouvaient déjà en Tchécoslovaquie avaient dénoncé l'opération Boléro Paprika comme une opération fasciste.
Il y avait déjà un noyau d'hommes politiques, je répète, Cordón, Modesto, membres du comité central, plus de militaires, ex-conseillers militaires auprès de Tito, et aussi des Espagnols travaillant dans les organismes internationaux, c'est-à-dire les syndicats, l'Organisation mondiale des syndicats, l'Organisation des femmes démocratiques, l'Organisation des jeunesses démocratiques du monde, etc., etc. Le docteur Boniface Sebon, je l'ai connu à Prague, en 1951, quand il avait été libéré de Corse, où il avait été interné suite à l'opération Bolero Paprika. Et là, la rencontre entre mon père et Boniface fut très émotive, très chaleureuse. Bien entendu, le docteur Boniface nous a raconté son périple corse, qui s'est avéré ne pas être une partie de plaisir, ni un séjour dans un club méditerranéen, loin de là. Et immédiatement, Boniface sera affecté comme médecin dans l'hôpital du gouvernement et du comité central du Parti communiste tchèque, c'est-à-dire que c'est là où se soignaient les plus hauts dignitaires du régime. La vie quotidienne n'est pas simple pour les réfugiés espagnols, bien qu'ils aient le sentiment de participer à la construction d'une société socialiste. Le climat, la langue, la bureaucratie omniprésente qui donne son avis sur toutes les démarches ne simplifient pas la vie de tous les jours. À chaque fois, les dirigeants espagnols à Prague centralisent les demandes et les font remonter auprès de la section étrangère du comité central du Parti communiste tchécoslovaque qui a l'œil sur toutes les décisions. Les réfugiés politiques d'Espagne, comme ceux venus d'autres pays, étaient sous le contrôle du Parti communiste tchécoslovaque, car c'est le parti qui leur avait permis leur arrivée, payé leur séjour et tous leurs frais. Ils avaient la possibilité d'avoir des journaux en espagnol et pouvaient écouter la radio tchécoslovaque dans leur langue. En fait, le Parti communiste voulait garder le contrôle absolu sur cette émigration. Surtout au moment où il était devenu évident que ces émigrants ne retourneraient pas rapidement dans leurs pays respectifs et qu'ils resteraient en Tchécoslovaquie. Certains émigrants considérés comme suspects étaient soumis au contrôle de la sécurité d'État. Il s'agissait surtout d'ex-officiers qui avaient séjourné en Yougoslavie et étaient suspects de sympathie pour le régime de Tito, qui était en rupture complète avec l'URSS. Les immigrants en arrivant d'Espagne, d'Italie ou de Grèce devaient remettre leur passeport au bureau central du Parti communiste tchécoslovaque, ce qui était le moyen le plus efficace de les contrôler. Les personnalités importantes, comme les dirigeants du Parti communiste espagnol, considérés comme fiables, pouvaient, eux, garder leur passeport, car ils étaient amenés à sortir du pays pour aller à des réunions dans des pays de l'Ouest. Les autres n'avaient que des papiers temporaires, valables 6 mois, qu'ils devaient faire renouveler. Une fois les Espagnols installés en Tchécoslovaquie, la Croix-Rouge organisera le voyage des femmes et des enfants pour que les familles se retrouvent. C'est mon beau-frère qui m'a payé le voyage parce qu'autrement je n'aurais pas pu rejoindre Paris. Et à Paris, nous nous sommes trouvés, je crois que nous étions 7 familles. Parce que il y en avait du Gard, de Alès et de Paris. On nous a mis dans un train pour l'Allemagne. Et en Allemagne, on nous a enlevé le chauffage parce que nous étions dans un wagon, vous savez, reporté. Et là, nous avons fait le voyage en s'arrêtant souvent, jusqu'à la Tchécoslovaquie. Et à la frontière allemande tchèque, nous avons rejoint les Maris. Pour retrouver la trace des Espagnols venus de Corse, j'ai pris la route d'Ustinadlabem, une ville industrielle au bord de l'Elbe. J'avais rendez-vous avec le docteur Kaiser, le directeur des archives de la ville.
Die Flüchtlinge, die sind nach Ústí gekommen, deswegen die kamen zuerst nach Prag. In Prag sind sortiert. Les réfugiés sont venus à Ústí nad Labem. Ils sont d'abord arrivés à Prague. Ils ont été séparés en deux groupes. Ceux qui avaient travaillé avant dans l'industrie chimique ou dans une industrie comparable, s'il vous plaît, allez de ce côté. Il y avait un groupe de 30 familles qui sont venues à Ústí nad Labem. Die Arbeitsposten in der chemischen Fabrik und in anderen Betrieben und gleich bekamen auch die Quartiere. Ils ont rapidement trouvé des emplois dans l'industrie chimique ou dans d'autres usines. Et on leur a trouvé tout de suite un logement. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient ni vêtements ni aucun meuble. Les services de la mairie leur ont fourni ce qui leur manquait, en provenance des stocks confisqués aux Allemands des Sudètes, expulsés à la fin de la guerre. Wo sind die Konfiskaten, welche sind nach Vertreibung der Deutschen konfisziert? Und wir haben in Dokumenten geschrieben, dass Nous avons retrouvé ici des documents où il est écrit que les camarades espagnols sont tellement pauvres et mal équipés que nous votons pour leur donner gratuitement toute cette marchandise confisquée. À Ústí nad Labem, nous avions un logement déjà attribué, avec des lits en fer, un peu de batterie de cuisine, des couvertures militaires, vous savez, je me rappelle, mais on a été bien reçus. Nos maris, ils avaient déjà un emploi, ils avaient déjà touché une paye, et à la maison, on vivait avec les tickets d'alimentation. En 1950, les effets de la guerre se font encore sentir et les cartes d'alimentation sont toujours nécessaires en Tchécoslovaquie. Les plans quinquennaux mettent l'accent sur le développement industriel. Les besoins sont immenses du fait de la quasi-absence de relations commerciales avec l'Ouest. La culture et les manifestations sportives sont le ciment de l'esprit collectif socialiste. Les Espagnols d'Ústí nad Labem, comme Josefina, reforment une cellule communiste et se réunissent régulièrement. Les Espagnols, c'est du rapide. 8 jours après, on était déjà en cellule, chacun sa cellule, chacun son président de cellule, et on a refait la politique. Tout ce que nous savions de France, on le mettait par écrit, on te disait ça, on faisait le travail, on gagnait la journée, et après, on faisait de la politique. In solche Karton haben wir Bevölkerung, Evidenz. Dans ces cartons, on a les fiches de la population, les cartes de séjour de la police de tous les citoyens d'Ústí nad Labem. On trouve très vite celles des émigrants espagnols à cause de leur couleur rose. Die findet man sehr schnell. Deswegen die Karten haben eine. Ces cartes sont pour nous un document très important sur l'histoire des immigrés espagnols venus de France. Nous avons par exemple ici la carte d'Alonso Sanchez, citoyen espagnol né à Oviedo en 1911. Staatliche Zugehörigkeit Spanisch. Alonso Sanchez Teresa est sa femme et son mari s'appelle Alonso Arturo. Ils ont un fils qui est né en France. Teresa, das ist Frau, und sein Mann heißt Alonso Arturo. Also, die haben einen Sohn, welcher ist schon in Emigration in Frankreich geboren.
tous les noms mentionnés sur les fiches de la police tchécoslovaque m'étaient familiers. Alonso, Bonillo, Cano, Fibla, Castagnon, Quevedo, Nieto, Rubio, tous venaient de Corse. Je retrouvais ici la plupart des Espagnols qui figuraient sur les listes de la préfecture d'Ajaccio. Mais les archives, avec leur concision administrative, ne disaient rien de leur vie d'exilés, ni des profondes fractures qui avaient divisé tous les communistes après la mort de Staline. Moi, en Tchécoslovaquie, je ne serais pas repartie. J'y étais très bien. C'était mon ambiance, ma façon d'être. Alors, ça ne m'a pas perturbée. Car certaines, ça les a davantage perturbées. Mais moi, j'étais déjà de la jeunesse communiste quand j'étais au ventre de ma mère. Et alors, vous pensez... Mais le matin, il faut aller boulotter. C'était pas j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai une jambe enflée. C'était tout le monde au boulot. Hein. Quand je suis arrivée, j'ai travaillé à l'usine où travaillait mon mari. Mais après, on m'a appris, comme métier, à faire des ampoules. La plupart des familles espagnoles d'Oustine ad Labem sont reparties soit vers la France, soit vers l'Espagne après la mort de Franco en 1975. Quelques-uns pourtant sont restés comme Joaquim Guerrero, dont le fils tient un restaurant à Oustine ad Labem, la Casita de Espagne. Aquí a Ustina Labem, pues trabajaba en una fábrica donde se hacía electricidad como mecánico. Ici, en République tchèque, à Ustina ad Labem, mon père travaillait comme électricien dans une usine de mécanique, mais il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Par la suite, en 1954, il a travaillé dans une autre usine. Il y avait beaucoup d'usines dans la région qui faisaient du savon, de l'huile alimentaire, du dentifrice ou des cosmétiques. Mon père a travaillé là toute sa vie jusqu'à la retraite. Ma mère travaillait aussi dans une usine textile. Elle avait un problème de cataracte suite à son séjour dans un camp de concentration en France, parce qu'elle avait sûrement manqué de vitamines. Elle avait un oncle qui avait des problèmes de pied et qui avait aussi été sous-alimenté. Mon père avait été au maquis en France, et mes oncles aussi. Ils vivaient à 25 km de Perpignan. Ils donnaient des informations sur les Allemands. Beaucoup d'Espagnols sont revenus dans le sud-ouest de la France, là où ils vivaient avant leur exil forcé vers la Tchécoslovaquie. Augusta Fibla habitait quelques années en Espagne où son mari était venu la rejoindre. Puis, après quelques épisodes mouvementés, elle est revenue à Tarascon-sur-Ariège, au pied des Pyrénées. Mon fils aîné me disait, tu sais maman, moi je ne suis pas espagnol, moi je suis français, pourquoi on ne revient pas en France? Je dis, tu veux revenir? Oh oui, moi je voudrais revenir. Je dis, mais papa, en France, il est expulsé, il ne pourra pas venir. Alors il m'a dit, mais tu sais ce qu'on fera, maman? On ira en Espagne, on lui fera les papiers et il viendra nous rejoindre en Espagne, puisque c'est un Espagnol.
Et je lui dis, tu le veux comme ça, et bien on le fait comme ça. Et je me suis arrangée. Au bout d'un certain temps, on m'a donné le passeport pour entrer en France. Et c'est la communauté des Espagnols qui m'ont payé le voyage pour entrer. Et quand j'allais prendre le train, on m'a dit, la señora Fibla, presentarse au bureau. Je lui ai dit, ça y est, mes enfants, on est coffrés. Pensez à dormir à la prison cette nuit. Et puis après, ils m'ont questionné, et ils m'ont laissé partir. Et je suis allée de France en Espagne avec Franco, avec un passeport de Tchécoslovaquie. C'est vrai que la plupart de ces Espagnols, quittant l'Espagne en 1939, étaient des gens jeunes encore. C'était des gens qui avaient la trentaine, et même pas, la vingtaine, la trentaine, c'est-à-dire c'était une génération relativement jeune. Et quand on est jeune, eh ben, on a toute la vie devant soi, ça va de soi. Mais n'oublions pas que la dictature franquiste durera presque 40 ans. On voit que c'est un parcours mouvementé, oui, c'est-à-dire le passage en France. Après la France, à partir de 1950, les pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc., etc. Entre nous, les jeunes, on disait, nos parents vivent assis sur les valises, parce qu'ils attendent toujours ou bien retourner en Espagne, ou bien repartir à une autre migration. Encore. C'était une migration derrière une autre. Et pour eux, bien entendu, ce fut quelque chose d'assez dramatique. Donc, premièrement, oui, ils apprendront les langues, mais avec difficulté. Ils vont pas s'adapter, beaucoup d'entre eux. Il y a toujours cette idée de l'Espagne, du climat, du soleil, etc., etc. C'est-à-dire que la patrie attire. C'est pas seulement des problèmes idéologiques et politiques, c'est des problèmes purement humains. Et ça, faut le comprendre. Pour eux, ça a été très difficile, très dur. La Corse n'a été qu'une étape pour tous ces républicains espagnols, une simple parenthèse dans leur vie d'exilés. Pour eux, les convictions politiques et l'espoir d'une société meilleure primaient sur le bien-être individuel ou familial. La génération de leurs enfants, nés en exil, a un peu le sentiment d'avoir payé les engagements politiques de leurs parents. Moja draga, od